Si le pic pétrolier arrive et que les gens ne comprennent pas ce qui se passe, tout pourrait basculer. C'est une menace aussi grave que la guerre thermonucléaire. On pensait que ça, c'était grave. Vous me direz, on s'est inquiété pendant 50 ans et ça n'est jamais arrivé. Mais peut-être que ça n'est jamais arrivé justement parce qu'on s'est inquiété pendant 50 ans. Ça va avoir un effet dévastateur sur l'espèce humaine. On fonce dans le mur à 120 km/h et les freins ne marchent pas. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse, la guerre, la famine, la pestilence et la mort. Ça va être douloureux, extrêmement perturbateur, et ça va révolutionner notre façon de vivre. Sur des centaines de millions d'années, sous l'effet d'une pression et d'une chaleur intense, la Terre a formé du pétrole à partir de matières vivantes en décomposition. Et selon de nombreuses estimations, en moins de 150 ans, nous avons pris à la planète la moitié de son pétrole. Depuis la fin du 19e siècle, nous en avons extrait quelques 1000 milliards de barils. La plus grande partie de ce pétrole a été utilisée par les pays occidentaux, et c'est sans doute ce qui a été à la base de leur puissance et de leur richesse. Aujourd'hui, ce qui reste se trouve en grande partie sous terre, dans des pays moins développés. Pour y avoir accès au coût le plus bas possible, les compagnies occidentales détruisent l'environnement et causent de terribles souffrances humaines. Dans les pays occidentaux, les dégâts causés par l'extraction du pétrole sont méconnus. Nous n'en avons pas conscience parce que quasiment personne n'en parle. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à la perspective d'un pic pétrolier mondial. La notion de pic pétrolier correspond au moment à partir duquel la quantité de pétrole extraite commencera à décroître inexorablement. Les combustibles fossiles sont si étroitement liés à notre vie, notamment dans la production alimentaire, que les conséquences pourraient être dramatiques. D'autant que la demande mondiale de pétrole ne cesse d'augmenter. Avec la raréfaction du pétrole et la hausse des prix, l'impact sur l'environnement et sur les hommes ne pourra que s'intensifier. Et la course au pétrole deviendra toujours plus violente. L'une des questions qu'on me pose le plus souvent, c'est « Pensez-vous que le pic pétrolier va déclencher une catastrophe mondiale ?» Et ma réponse, c'est que c'est déjà fait. Il y a des gens qui meurent au moment même où je vous parle, à cause du pétrole. Des gouvernements sont manipulés, changés, renversés à cause du pétrole. Le climat change à cause du pétrole.
Et il y a un petit groupe d'hommes immensément riches qui le deviennent de plus en plus grâce au pétrole. L'énergie tirée des combustibles fossiles est à la base de l'extraordinaire croissance de la population humaine. C'est sans doute l'impact le plus important que les combustibles fossiles ont eu sur la planète. L'origine du succès de notre évolution se trouve dans notre capacité à tirer de l'énergie de notre environnement. La population humaine n'a presque pas augmenté pendant les 50 000 ans qui ont précédé l'agriculture. Avec l'agriculture, on a commencé à modifier des paysages entiers et remplacer d'autres espèces par des cultures vivrières pour notre propre usage. Et l'homme s'est répandu sur la planète en nombre toujours croissant. Puis quelque chose est arrivé il y a 200 ans ou un peu plus. On s'est mis à brûler du charbon pour produire de l'énergie. On a alors rasé des forêts, qui étaient une source de combustible, pour planter des cultures vivrières. Et plus de nourriture signifie plus de gens. En 1800, on a atteint le premier milliard d'habitants. Il a fallu des centaines de milliers d'années pour arriver à ce premier milliard d'habitants en 1800. Là, on devient vraiment efficace et on découvre une forme d'énergie plus transportable, le pétrole. Vers les années 1860, le colonel Drake a construit le premier derrick en Pennsylvanie. Le second milliard d'habitants n'a pris que 130 ans, 1930. Le troisième n'a pris que 30 ans, 1960. Le quatrième n'a pris que 14 ans, 1974. Le cinquième, 1987. Et le sixième, 1999. Il y a donc eu une explosion de la population alimentée par l'accès aux combustibles fossiles. Avec la croissance de la population, la consommation a augmenté, surtout dans les pays occidentaux industrialisés. Notre dépendance au pétrole s'est accrue pour atteindre environ 30 milliards de barils par an, auxquels il faut ajouter une quantité équivalente d'énergie provenant du charbon et du gaz naturel. Mise dans des jerrycans de 20 litres empilés les uns sur les autres, cette quantité de pétrole représente plus de 250 fois la distance Terre-Lune. J'ai calculé que chaque personne, ici aux États-Unis, est en contact, suivant les différents moments de sa vie, avec 30 000 objets qui sont étroitement liés aux combustibles fossiles. Je n'ai pas le temps d'énumérer tous ces objets, mais ils vont des ampoules à la peinture sur vos murs, en passant par les pesticides, les insecticides, les fibres, les tissus, les valves cardiaques, les matériaux composites, les avions du futur, les voitures du futur. La liste est interminable.
Les énergies fossiles servent à produire et transporter la quasi-totalité des produits que nous possédons ou consommons. Et beaucoup de ces produits sont fabriqués à partir de pétrole. Pour comprendre l'étroitesse des liens entre les combustibles fossiles et les objets de tous les jours, prenons l'exemple d'un maillot en nylon. Le nylon est fait à partir de pétrole brut, et tout le processus de production du maillot requiert une immense quantité d'énergie d'origine presque entièrement fossile. D'abord, le pétrole brut est extrait du sol, puis acheminé jusqu'à une raffinerie où sa distillation donne différents produits chimiques. Ces polymères arrivent dans une usine qui fabrique le fil de nylon. Le fil est expédié à l'étranger, où le maillot est fabriqué à l'aide de machines et de main-d'œuvre, puis réexpédié en Amérique et transporté jusqu'à un point de vente. Le consommateur y va en voiture, l'achète et repart en voiture. Le maillot n'est pas seulement fait avec du pétrole. On pourrait dire qu'il nage dans le pétrole. Cette consommation d'énergie s'applique à quasiment tous les produits que nous utilisons. Mais les combustibles fossiles sont surtout essentiels dans la production alimentaire. Un organisme doit tirer plus d'énergie de sa nourriture qu'il n'en dépense pour la trouver. Un coyote qui doit dépenser plus d'énergie pour attraper un lapin qu'il n'en absorbe en le mangeant est en mauvaise posture. Si ça se produit de façon répétée, il meurt. L'homme a réussi à contourner cette difficulté en utilisant les combustibles fossiles. On se sert du gaz naturel comme matière première pour les engrais chimiques. On se sert du pétrole pour fabriquer des pesticides et des désherbants et on transporte les aliments sur des distances de plus en plus longues. On dépense bien plus d'énergie qu'on en absorbe en mangeant ces aliments. Pour chaque calorie que nous apporte notre nourriture, on investit environ 10 calories d'énergie pour la produire, la transporter, la faire cuire, etc. Pour tout autre organisme, ce serait l'extinction assurée. L'un des mythes fondateurs de notre culture repose sur une vérité et un mensonge. La vérité, c'est que si vous êtes nu, affamé, que vous êtes dehors, qu'il fait froid et qu'il pleut, vous êtes malheureux. Tout le monde est d'accord là-dessus. Si on vous donne un toit, des vêtements, un bon feu et un grand bol de soupe, vous passez vite de l'état malheureux à l'état heureux. Vos besoins essentiels sont couverts. Ça, c'est une vérité. Le mensonge, c'est dire que si tout ça vous rend heureux, en avoir 2 fois plus vous rend 2 fois plus heureux. 10 fois plus vous rend 10 fois plus heureux. 100 fois plus, 1000 fois plus, 1 million de fois plus. Et Bill Gates vit dans le bonheur permanent. Ça, c'est un mensonge. C'est l'une des choses qui nous pousse à détruire la Terre et à nous détruire nous-mêmes. Cela fait des dizaines d'années qu'on fait des sondages sur le moral des différentes populations. Les sondages d'aujourd'hui, comparés à ceux des années 1950, montrent que les Américains sont dans l'ensemble à peu près aussi heureux qu'il y a 50 ans. Pourtant, la consommation a triplé au cours de la même période.
Dans ce cas, pourquoi s'accrocher à cette vie où la croissance matérielle est le principal objectif de presque tous nos efforts? Ce qu'on constate, c'est que la force de ce mythe l'emporte sur toutes les données qui indiquent que nous avons largement dépassé le niveau de consommation nécessaire à un sentiment de bien-être personnel. Il y a des lettres écrites par des gens qui ont survécu au naufrage du Titanic où ils racontent avoir exhorté les autres passagers à monter dans les canots de sauvetage. Et dans certains cas, ces passagers montraient la brochure de la compagnie Starline en disant « Pourquoi monter dans un canot? C'est un navire insubmersible. » C'est ça la force d'un mythe. Ces gens préféraient croire au mythe qu'à la nécessité de changer leur façon de voir et de monter dans le canot. On est tous à la recherche d'un canot de sauvetage. Et il faudrait s'encourager mutuellement à monter dedans. Parce que si on continue comme ça, le bateau va couler. Quand j'entends nos dirigeants dire que le mode de vie américain est non négociable, ma première réaction c'est « oui peut-être, mais passé un certain point, la nature ne négocie plus non plus ». Nous avons beau vouloir maintenir le mode de vie américain indéfiniment, c'est impossible. La planète ne dispose pas des ressources nécessaires pour nous permettre de maintenir ce mode de vie. Et c'est une bonne chose. Imaginez que le reste du monde essaie de vivre comme nous le faisons indéfiniment. Ça entraînerait la destruction de la biosphère. Grosso modo, nous consommons 2 fois plus que les Européens, alors qu'ils ont un niveau de vie très proche du nôtre. La différence est frappante. Nous consommons 25% du pétrole, alors que nous ne représentons que 4,5% de la population. Et nous accroissons cette consommation d'année en année. Force est de constater que les États-Unis gaspillent et donnent le mauvais exemple. La consommation dans presque tous les domaines augmente énormément et risque d'atteindre de nombreuses fois le niveau actuel, car une grande partie de la population mondiale, en Chine, en Inde, en Afrique, commence tout juste à atteindre le stade où elle a accès à des agréments comme les transports, le chauffage, l'air conditionné et ainsi de suite. Tous les Chinois, une fois qu'ils ont réussi à s'arracher à une vie agraire pauvre, veulent s'acheter une voiture. Imaginez, il y a une voiture pour 1,7 habitants aux États-Unis et une pour 117 en Chine.
Si les Chinois consommaient autant que les Américains, il faudrait 6 planètes Terre pour alimenter l'économie mondiale. La Chine est en train de devenir un gros consommateur, ce qui n'a rien d'étonnant, vu qu'elle compte 1,3 milliard d'habitants et que son économie enregistre une croissance annuelle de 8 à 10% depuis au moins 15 ans. Les effets se voient surtout sur le marché du pétrole, mais la demande chinoise a fait augmenter aussi bien le prix du pétrole que de l'acier, du ciment, du bois, de pratiquement tout ces 2 dernières années. Une part importante de l'excédent industriel dégagé par la Chine va devoir être dépensée pour acquérir de l'énergie. Ça l'aidera à améliorer encore son industrialisation et ça entraînera un surcroît de demande énergétique. On se retrouvera dans un cercle vicieux terrifiant, où l'augmentation de la demande entraînera une augmentation de l'industrialisation, qui entraînera une hausse supplémentaire de la demande, avec un effet boule de neige. Les Chinois sont en proie à une boulimie d'énergie. On n'avait encore jamais vu une telle augmentation de la demande dans aucun pays. Plus 20% en un an. C'est ce qui s'est passé en Chine en 2005. Les États-Unis ne seront plus les maîtres de l'économie mondiale dans 13 ou 15 ans. C'est la Chine qui sera le principal acteur du secteur de l'énergie et de l'économie. Les Chinois ont déjà un excédent commercial de 600 milliards de dollars. Ils se fichent du prix du pétrole. Ils feront tout pour s'en procurer. Nous sommes engagés en ce moment même, les Chinois et nous, dans une bataille géopolitique acharnée pour les mêmes sources d'énergie. Ils sont partout dans le monde et ils sont bien plus agressifs que les Américains. La question essentielle, c'est y a-t-il assez d'énergie pour répondre aux besoins des Chinois ? Tout ça est lié à l'utilisation des combustibles fossiles. Pour ce qui est de l'impact de la population et de la consommation sur la destruction de l'environnement, l'utilisation des combustibles fossiles est de loin la cause la plus importante de cette dégradation. Le changement climatique vient surtout de l'accumulation de CO2 due aux combustibles fossiles. Les données montrent que les calottes glaciaires fondent et que toute une variété d'écosystèmes est en train de changer sous l'effet d'une forte élévation des températures.
La chaleur est une forme d'énergie. Quand la chaleur de l'atmosphère augmente, son énergie aussi. Cette augmentation de l'énergie accentue la violence des tempêtes, des ouragans, des tornades, des averses de grêle et des orages. Ça aura un impact dévastateur sur les sociétés humaines. Montée du niveau de la mer, sécheresse plus fréquente, conditions climatiques plus rigoureuses, propagation de certaines maladies dans des régions où elles n'étaient pas courantes. Les taux de dioxyde de carbone montent en flèche. C'est une menace sérieuse pour la race humaine, car ça va produire des changements climatiques qui vont bouleverser l'équilibre. Prenez par exemple ce qu'on appelle le tapis roulant océanique. Cet immense courant qui prend naissance dans le Pacifique est 100 fois plus large que n'importe quel fleuve terrestre. Il s'écoule en surface dans les eaux chaudes du Pacifique, contourne la pointe de l'Afrique, remonte la côte de l'Amérique du Sud, longe le sud des États-Unis, où on l'appelle le Gulf Stream, et remonte jusqu'au Groenland. Là, il s'est chargé en sel par évaporation et a perdu en température parce qu'il fait plus froid, si bien qu'il s'enfonce au fond de l'océan, repart vers le sud en suivant le même trajet et 1000 ans plus tard refait surface dans le Pacifique et le cycle recommence. C'est pour ça que l'Europe est tempérée alors qu'elle est à la même latitude que la Sibérie et l'Alaska. La température des océans augmente de quelques degrés. Super, non? Eh bien non, parce que ça peut arrêter le tapis roulant océanique et plonger l'hémisphère nord dans une ère glaciaire. Ça aurait des conséquences inimaginables sur la vie, la société et la culture humaine. Il y a un scénario que le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat a examiné il y a environ 12 ans. À l'époque, tout le monde pensait que c'était délirant. Il s'agissait de la possibilité que le réchauffement climatique stoppe le tapis roulant océanique. On pensait que c'était absolument impossible. En fait, on constate depuis plusieurs années que c'est déjà le cas. La découverte et l'exploitation des combustibles fossiles est l'avancée technologique la plus importante de toute l'histoire de l'humanité, parce qu'elle nous a permis de dominer la planète, de chasser d'autres espèces loin de leurs sources d'énergie, de nous emparer des écosystèmes et de détourner l'écoulement des énergies naturelles dans un objectif de développement de l'espèce humaine. Nous faisons disparaître des formes de vie entre 100 et 1000 fois plus vite que ce n'était le cas avant la révolution industrielle. Pour certains chercheurs, l'effet de l'homme sur les autres espèces est comparable aux grandes extinctions historiques dues à des impacts d'astéroïdes ou d'autres cataclysmes. Certains disent que nous sommes arrivés à la 6e grande extinction, une extinction d'origine humaine. C'est la première fois dans l'histoire de la planète qu'une espèce a le même effet que des événements géologiques majeurs sur l'évolution des autres formes de vie.
forms on Earth. Il y a 3 grands mécanismes. Nous prenons possession des habitats, nous en chassons la concurrence et nous surconsommons. Tout ça accélère le rythme auquel l'homme fait disparaître les autres espèces. Un jour, on en subira les conséquences. Les États-Unis, dans les années 50, étaient les premiers producteurs mondiaux de pétrole. Ils possédaient à l'époque les plus vastes gisements connus. La production était en plein essor. Ça faisait 60 ou 70 ans qu'on voyait augmenter constamment la quantité de pétrole extraite. Puis, en 1956, King Hubbert, un géologue de la compagnie Shell, a prédit que les États-Unis atteindraient le maximum de leur production en 1970. Ce qui faisait un délai de seulement 15 ans. Pendant 3/4 de siècle, la production de pétrole n'avait cessé d'augmenter. La croissance était exponentielle. Comment imaginer que tout ça prendrait fin en 15 ans à peine? Personne n'a voulu y croire. Je suis allé dans un labo où j'ai rencontré King Hubbert, qui venait de prédire que la production américaine atteindrait son pic au début des années 70. Hubbert a imprimé son analyse et en a fait un exposé oral. Mais il a ensuite raconté que 15 minutes avant qu'il ne prenne la parole, le siège de la compagnie était encore au téléphone avec lui pour lui demander de s'abstenir. Il l'a quand même fait. Et pendant un moment, on n'a rien vu venir. Même en 70, quand c'est effectivement arrivé, on n'a toujours pas compris. C'est maintenant qu'on le voit, avec le recul. Mais en 1972, la Texas Railroad Commission a annoncé qu'elle levait les restrictions de production au Texas. Donc, les États-Unis n'avaient plus de capacité de production inutilisée et devenaient tributaires des importations. Ce soir-là, j'ai dit à ma famille qu'Hubbert avait raison et qu'on était dans le pétrin. Il avait vu juste. La production américaine a atteint son pic en 70 ou 71. Et depuis, elle diminue. Les découvertes de gisements aux États-Unis avaient atteint leur pic dans les années 1930 et diminuaient continuellement. M. King Hubbert s'était rendu compte que la production finirait par décroître aussi. Ce n'était qu'une question de temps. Les découvertes de gisements dans le reste du monde ont suivi une courbe similaire. Les découvertes mondiales ont atteint leur pic en 1963. Personne ne le conteste vraiment, même si on n'en parle pas beaucoup. Les découvertes sont en forte diminution depuis 40 ans.
Actuellement, le monde consomme près de 84 millions de barils par jour, ce qui est quasiment équivalent à la capacité de production mondiale. Plusieurs pays ont atteint leur pic, ce qui veut dire que leur production est en diminution constante. Sur les 30 plus gros producteurs de pétrole, qui représentent environ 90% de la production mondiale, au moins 15 ont atteint leur pic et produisent donc chaque année de moins en moins de pétrole. Les États-Unis ont atteint leur pic au début des années 1970. Aujourd'hui, ils produisent moins des 2/3 de la quantité journalière qu'ils produisaient à cette époque. L'Iran produit environ 1/3 de moins que l'année de son pic en 1974. Le Koweït produit environ 35% de moins que l'année de son pic en 1972. Et la Libye produit moins de la moitié de l'année de son pic en 1970. La Russie, le Sultanat d'Oman, le Venezuela, la Norvège et 7 autres pays ont eux aussi atteint leur pic de production. Entre 2005 et 2010, il va falloir trouver environ 30 millions de barils supplémentaires par jour, juste pour compenser la déplétion. On aura 12,5 millions de barils par jour de nouvelles productions ces 5 prochaines années. Il est clair que ce n'est pas suffisant par rapport aux 30 millions de barils nécessaires pour compenser la déplétion. Sans compter les 8 à 10 millions de barils supplémentaires nécessaires pour répondre à l'augmentation de la demande. Il va arriver un moment où l'offre ne sera plus suffisante pour répondre à la demande. Et ce moment coïncidera sans doute très étroitement avec le pic pétrolier mondial. On est en train de passer d'un pétrole abondant et bon marché à un pétrole rare et cher. Avec technologie, sans technologie. Là où il y a un pic, là où il n'y en a pas. Il s'agit d'une évolution majeure dans l'histoire industrielle mondiale. Ça va être un véritable bouleversement. Pour moi, le plus grand danger, c'est la probabilité qu'il y ait des guerres pour les ressources. Y a-t-il un risque de conflit? Oui. Se peut-il que dans un pays exportateur de pétrole, les États-Unis soutiennent un camp et les Chinois le camp adverse? Oui, c'est une possibilité bien réelle. Il n'y aura pas seulement des conflits entre les grands pays consommateurs. Il y aura aussi davantage d'invasions pour s'emparer des gisements. Il y aura davantage de menaces contre les pays exportateurs qui devront s'incliner sous peine d'une action militaire. Et il y a un risque énorme et croissant de conflits et de guerres civiles au sein des pays exportateurs.
Le plus gros risque est l'effondrement de l'économie mondiale. C'est une possibilité très sérieuse. Quand la production cessera de croître et se mettra à stagner, alors que la demande augmentera, l'économie mondiale aura très peu de marge de manœuvre pour réagir aux crises. On ne soulignera jamais assez combien l'équilibre entre l'offre et la demande est fragile. Toute interruption, même minime, de l'offre, qu'elle soit d'origine politique ou accidentelle, peut faire monter en flèche le prix du pétrole. Une récession mondiale prolongée, avec des prix élevés et une insécurité importante, entraînera une instabilité politique et économique. Des régimes tomberont, des crises éclateront. Nul ne peut savoir comment tout ça va se jouer, mais je suis sûr que ce sera une période très difficile et très tendue. À mesure que le pétrole deviendra plus cher et plus rare, il est extrêmement probable qu'on ira le chercher partout où on peut le trouver. En mer, en Californie, en Floride, en Alaska, dans les réserves naturelles. En Amérique du Sud, aucun endroit ne sera à l'abri. Ça veut dire empiéter sur des endroits encore intacts, détruire l'environnement, déplacer les populations indigènes, détruire l'air, détruire l'eau, sur une planète toujours plus limitée et incapable de supporter tout ça. Les combustibles fossiles ont nourri l'incroyable développement de l'entreprise humaine. Non seulement la population, mais tous les biens matériels accumulés au cours de la révolution industrielle. Et ce train prend de la vitesse. Tant que l'énergie est disponible en quantité supérieure à la demande, le moteur continue à tourner. Et de plus en plus de gens montent à bord. Donc, ce qui se passe, c'est qu'une espèce parmi des millions, sur une planète limitée, a trouvé la clé pour continuer à se développer tant qu'elle a de l'énergie à sa disposition. Le problème est que cette utilisation de l'énergie détruit tout le reste. Donc, si on trouve un équivalent au combustible fossile,
Si un substitut se présente, si la technologie est aussi fructueuse que le prédisent les économistes, mais qu'on ne modifie pas les valeurs et les principes sur lesquels repose la dynamique de la croissance, alors la planète est condamnée. Je pense réellement, je rêve peut-être, mais je pense qu'il y a une vie après le pic pétrolier, à condition que tout le monde comprenne à quel point la menace est grave et commence à changer radicalement de comportement. Là où les écologistes ont fait fausse route, c'est qu'ils ont essayé de vendre leurs idées en disant aux gens qu'ils devraient faire des sacrifices, abandonner ceci ou cela. Aucun concept ne se vend si les gens pensent qu'ils vivront moins bien en l'adoptant. Avec des techniques très simples, on pourrait continuer de bénéficier du même bien-être matériel en utilisant un quart de l'énergie actuelle. Il faut que les gens analysent leur façon de vivre pour voir combien d'énergie ils utilisent et de combien ils ont besoin. Quand ma femme et moi l'avons fait il y a quelques années, nous avons été stupéfaits de voir qu'on vivait très bien avec 1/5 de l'électricité consommée par une famille californienne moyenne. Les gens pensent qu'une personne ne peut pas à elle seule changer les choses. Mais des études ont montré que si chaque Américain remplaçait une de ses ampoules par une ampoule fluorescente, on ferait des économies d'énergie substantielles. Certaines choses peuvent donc avoir un impact réel si on est suffisamment nombreux à les faire. Il faut totalement revoir notre façon de penser, changer les valeurs et les principes qui sous-tendent la production agricole. « 17% de l'énergie aux États-Unis vont dans la production, le traitement et la distribution alimentaire. Il faut soutenir l'économie locale. Dans le secteur alimentaire, c'est primordial. Il faut entrer en contact avec les producteurs de sa région, par exemple, par le biais de ce qu'on appelle les groupements d'achat, où vous passez un contrat avec un fermier pour qu'il vous fournisse les produits de sa ferme. Ça permet de relocaliser l'économie et de rendre le système alimentaire non seulement plus durable, mais bien plus solide. C'est extrêmement important. On a souvent l'impression que le problème est écrasant. Mais ce qui me plaît, c'est qu'on peut agir au niveau d'un village, d'une communauté, d'une maison, d'une famille. Ça fait vraiment une différence. Notre société n'a pratiquement plus rien à voir avec ce qu'elle était il y a 100 ans.
Si on a pu faire tous ces changements en 100 ans, on peut en faire autant au cours des 100 prochaines années, mais dans une direction très différente, vers un monde plus durable. Il faut convaincre les gens que tel que c'est parti, on court à la catastrophe. C'est la mauvaise nouvelle. Mais le savoir nous donne la possibilité d'agir et de créer un avenir meilleur pour chacun de nous. Nous devons donc, en tant qu'écologistes, en tant que bon économiste ou en tant que simple citoyen, comprendre que cet avenir meilleur passe par un changement. Ce qu'une personne peut faire, ce que vous pouvez faire, ce que chacun de nous doit faire pour vivre dans un monde agréable et léguer une planète en bonne santé à nos enfants et petits-enfants, c'est prendre personnellement conscience de ces problèmes et y sensibiliser ne serait-ce qu'une autre personne. À vous de jouer.